Bonsoir les Itata, heureux de vous retrouver pour la 29e de C'est a fait nous. Je reçois ce soir une créatrice qui transforme les bananiers en œuvres d'art. Bonsoir Brigitte Dufouron. Bonsoir Jean-Marc Romrel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors quand je dis que vous transformez les bananiers en œuvres d'art, vous nous expliquez? Oui, en fait, j'œuvre depuis 2004 à donner une seconde vie aux bananiers, puisque une fois qu'ils ont été récoltés, ils ne portent plus. Et moi, j'opère à ce moment-là, c'est-à-dire je récupère la fibre du bananier et je retravaille cette fibre dans le domaine de la carterie événementielle. Alors on va en parler un petit peu plus longuement dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord on commence par votre parcours. Kimonoye. Alors qui est Brigitte Dufouron? Alors c'est une femme contemporaine. Donc, je suis maman, chef d'entreprise. Voilà, j'ai un parcours de vie entre la mode et l'artisanat depuis. Moi, j'ai un circuit professionnel qui était d'abord initié dans la mode en région parisienne. Et puis, quand je suis revenue en Martinique, j'ai eu l'appel du pays et du coup, je me suis reconvertie. Très bien, alors on va découvrir votre parcours. D'abord le parcours personnel, avec d'abord une première photo. Que je vais vous laisser décrire. Ah ben oui, c'est le socle familial, c'est mes parents. Donc à droite, c'est Odette. Enfin là, on les voit en mariés, mais sur la gauche, c'est le moment de la rencontre. Ils se sont rencontrés en fait. Ma mère quittait Paris puisqu'elle avait fini ses études, elle rentrait au pays, et mon père a voulu en fait découvrir d'autres horizons. Et ils se sont rencontrés sur un bateau qui s'appelait le Fort Caroline. Et on a vu sur cette photo, donc vous êtes né de ce qu'on appelle une famille mixte, en fait. Absolument. Un couple mixte. Couple mixte, oui, absolument, tout à fait, et avec toutes ces diversités. Votre papa est originaire d'où? Alors de l'Oise, de la Picardie, précisément en Creil. Et, au nord de Paris, on va dire, au nord de la région oui, parisienne. Voilà, oui, un petit peu en dessous d'Amiens. Et la souche familiale est dans le secteur, dans la Picardie. Et votre maman est martiniquaise? Martiniquaise, franciscaine. Du quartier de Bonny. Alors, sur ces différentes photos, il y a à la fois la rencontre des parents, mais il y a déjà, on aperçoit déjà les enfants, non? Pas les enfants, non. Non, là, à droite, en fait, c'est le jour de leur mariage. Ah oui, c'est le mariage, voilà. pardon, En oui, fait, l'anecdote, c'est que c'était une sortie d'école, et donc tous les enfants étaient attroupés devant un événement, forcément un couple mixte, c'était pas commun. Et pour l'anecdote, ma mère, il y a quelques années, 2-3 ans, a rencontré une dame qui lui a dit « Écoutez, je vous connais, j'ai pris une punition pour vous. » Elle lui dit « Mais comment ça ?» Elle me dit « Oui, le jour de votre mariage. » Elle l'a reconnue et je me suis fait disputer parce que je voulais assister au mariage. Voilà, c'était l'anecdote. Alors, sur la photo suivante, on voit la famille un petit peu plus élargie. Oui. Et là, on a davantage de Martiniquais, on va dire, sur la photo. Oui, là, on est en Martinique, donc mes parents... De Martiniquaise, d'ailleurs. Oui, c'est en Martinique, exactement. Donc, j'ai ma sœur aînée qui est sur ma maman, et moi, je suis bébé. Alors là, c'est pas mon père, c'est mon oncle, hein, c'est le frère, c'est le frère de mon père qui était venu pour le baptême. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos parents, quand ils parlent de leur rencontre? Parce qu'à l'époque, effectivement, les couples mixtes, bon, il en existait bien sûr, mais ce n'était pas forcément très courant. Non, ce n'était pas courant du tout. Alors, c'est vrai que la rencontre... mon père, lui, m'a décrit sur le bateau qui allait pas tarder à partir. Il a vu une belle jeune dame arriver en retard, qui est déposée par un taxi, monter sur la passerelle, et lui, il a eu le coup de foudre tout de suite. Ah bon? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. Et ma mère, un peu timide, n'a pas été convaincue tout de suite par son approche. Et puis finalement, au fil des jours, puisque ça, quand même, la traversée durait au moins une quinzaine de jours, je pense, à l'époque, 12 à 15 jours, ben voilà, elle s'est laissée conquise. Et elle était pas du tout dans l'optique de rencontrer forcément quelqu'un d'origine métropolitaine à ce moment-là? Non, non, pas du tout. Bon, elle n'avait pas d'a priori, mais ce n'était pas non plus une perspective qu'elle avait envisagée de premier abord. Mais bon, l'amour n'a pas de couleur, on dit. Hein. Depuis, ils ont repris le bateau? Ils sont restés en Martinique, là. Enfin, on l'a pris plusieurs fois quand même. Hein. Oui. On a fait... Mais non, là, on a été établis en Martinique véritablement après 88, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mais là, on n'a pas bougé depuis une vingtaine d'années.
Alors, on continue la découverte de la famille. On voit une autre photo que je vais vous laisser décrire parce que tout à l'heure, j'ai fait une erreur sur la première photo, donc je vous laisse la décrire. Ah, ben là, en fait, on voit mes parents et puis ma sœur aînée et moi. Mon petit frère n'était pas encore là. Donc là, c'est en France, donc, mais aux couleurs Caraïbes, puisqu'on voit bien que mon père a sa chemise cocotier. Mais là, c'était sur la plage de Fort-Mahon. Et voilà, c'était un petit peu la rythmique Dans familiale. quelle région? Je ne me rappelle plus, Bon, très bien. mais c'est dans le nord, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez des souvenirs de cette période? Votre frère est né bien après? Oui, 6 ans après moi, donc là, je dois avoir 5 ans. Un an après, il est arrivé. Et les souvenirs que vous avez de cette période avec votre sœur, l'enfance? Oui, c'était bon. Ma maman étant d'un naturel dynamique, était plutôt dans la découverte. Donc les week-ends, les vacances scolaires, on était souvent en mouvement. Donc bon, mon papa suivait toujours un petit peu la dynamique familiale, mais oui, une harmonie de famille. La différence de culture ne se sentait pas, puisqu'on était quand même fondus dans le paysage. Enfin, je n'ai pas vécu de racisme non plus, même étant enfant. Donc oui, c'était une harmonie familiale stable. Et à quel moment on se pose la question, on se dit, tiens, papa et maman, ils ne sont pas tout à fait pareils. Et à quel moment est-ce qu'on prend conscience de cette différence qui enrichit, bien sûr, mais... Personnellement, je pense que j'en ai toujours été consciente. Mais voilà, je ne faisais pas de différence. C'était mes parents, point. Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'original dans la mixité, on est un peu hors du commun, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de couples mixtes à cette époque-là, là où on habitait. Mais je n'ai pas senti de différence foncière, quoi. Ouais. Et par rapport au regard des autres, parce que vos parents ont dû vous parler aussi du regard que les autres, à la fois en France hexagonale et puis ensuite en Martinique, portaient sur leur couple. Alors, c'est vrai que même en tant que métisse, on s'est toujours considéré comme antillaise avant tout. Voilà, donc de par la culture que nous a inculquée notre mère dans sa façon d'être culinaire, on a toujours eu cette entité antillaise, cette étiquette antillaise qu'on a assumée très tôt, sachant qu'on était issus de couples mixtes, mais on a fait un choix identitaire. Et l'éducation alors de vos parents, une éducation comment? Plutôt ouverte, plutôt stricte dans les principes? Oui, bon, tous les deux sont d'éducation quand même, issus d'une éducation assez stricte, donc, mais il y a quand même une ouverture, hein, puisque c'est vrai que, par exemple, musicalement, mon père, c'est lui qui allait acheter tout ce qui était musique antillaise, donc il allait à l'époque, c'était Envers Musique, et ma mère nous a un peu plus bercés dans... Le 18e arrondissement. Exactement, pas très loin de Gare du Nord, voilà. Et ma mère, elle nous a plutôt inculqué la musique noire américaine, notamment la musique funk. Alors, on va voir la photo de la fratrie, cette fois-ci, avec le petit frère qui est arrivé un petit peu après. Voilà. Moi, je suis à droite. Donc, c'est le petit frère et la grande sœur. Donc, Caroline, Pascal et moi. Voilà. Et ben oui, c'était un heureux événement. C'était notre poupon, un peu, hein, surtout pour des grands. 6 ans après vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y avait Caroline, c'est l'aînée, donc? L'aînée, donc il y avait 8 ans avec Caroline et Pascal. Non, toujours. Il pouvait, hein. De toute façon, il a 2 grandes sœurs, donc surtout par l'aînée, qui était un peu une petite maman pour nous deux. Donc, non, il était bien entouré. Il a eu l'occasion de jouer, enfin d'être un petit peu la poupée des 2 sœurs. Le petit baigneur, oui, dans le berceau, plutôt, voilà, exactement. Bon, après, non, parce que les garçons, ils ont une personnalité, il s'est affirmé. Et quand on a un petit frère comme ça qui arrive au milieu de 2 sœurs quelques années après, il est vraiment, c'est le petit protégé, y compris des 2 sœurs. Oui, Oui. j'avoue, ouais, c'est le petit dernier. Bon, moi, j'avais un tempérament assez déjà un peu plus... moins souple que ma sœur aînée, donc j'étais un peu plus joke, on va dire. Mais sinon, oui, toujours dans la protection. Et donc cette enfance s'est passée où? En partie dans l'Hexagone? Oui, ça a été alternatif, puisqu'on a vécu... Alors, ma sœur aînée... alors, une fois que mes parents se sont mariés, ils sont repartis peut-être un an après, je crois, sur la métropole, puisqu'il n'avait pas trouvé ce qu'il voulait en termes d'embauche, mon père. Et donc, ma sœur est née là-bas. Après, ma mère avait quand même la nostalgie du pays. Hein. La Martinique lui manquait. Donc, ils ont refait une tentative. Donc, moi, je suis née en Martinique, donc 2 ans après ma sœur.
Et puis, pareil, je crois qu'il travaillait pour les établissements Marsan qui ont fermé. Donc, du coup, c'était en plein 68 aussi. Donc, ça commençait. Il y avait des mouvements sociaux aussi en Martinique. Oui. Donc, il s'est dit, bon, il repart avec sa petite famille. Et puis, là, on est reparti sur Creil. Et on n'a pas trop bougé après. Mon frère est né là-bas. Donc, on a évolué dans les études, la scolarité. J'ai fait une partie de mon collège aussi en Martinique quand même. Puisque ma mère a voulu qu'on revienne en 78 pour vraiment fortifier notre identité martiniquaise. Donc, on a fait 2 ans et demi. Donc, ça a été quand même jalonné de plusieurs allers-retours, mais ça a été constructeur pour nous. Et justement, ces allers-retours, parce qu'en fait, vous vous retrouviez chaque fois dans un univers différent, avec des relations différentes, avec l'entourage, Oui. avec les autres, en fait. C'était 2 univers connus, malgré tout, puisqu'il y Oui, avait bien sûr. voilà, on avait nos repères en France, qu'on a grandi là-bas. Et arrivé ici, comme on venait quand même régulièrement en vacances, il y avait l'environnement familial maternel. Et il s'est trouvé aussi on avait des cousines qui sont rentrées en même temps que nous, quasiment. Donc on a évolué quand même dans un univers tranquillisant. Oui. Voilà. La jeune Brigitte, comment elle se repérait culturellement parlant? Parce qu'il y a aussi ça, vous sortez d'un univers, en l'occurrence l'Oise, où bon, c'est un univers classique d'une région métropolitaine. Vous arrivez ici avec la chaleur déjà de la météo, la chaleur humaine, l'exubérance, le créole. Comment s'est fait cette transition? Bah, déjà, quand on est revenu, j'étais quand même dans la préadolescence, adolescence, donc on s'est quand même on avait des oncles qui faisaient un peu office de grands frères, donc on a été bien couvés quand même et protégés. Et puis quand même, par exemple pour les sorties, on allait avec eux, les zouks aussi, donc on était quand même bien entourés. Donc il n'y a pas eu vraiment d'inadaptation, on est vraiment rentré dans le moule. On était dans un cocon familial aussi dans la famille de ma mère, la famille Carotine. Donc non, je n'ai pas senti de décalage. Et bon, on a eu un tempérament peut-être où on s'est adapté assez vite, mais ça a été bien vécu. L'apprentissage du créole et de sa culture. Un petit peu. Vous capez créole, vous dites. Mais oui, moi, capable créole. Voilà, mes 20 dernières années m'ont aidé. Oui. Mais au début, c'est vrai que quand on est jeune, on ne répond pas parce que je ne sais pas répondre en créole. Mais après, voilà, on se et cela dit, j'ai déjà vu des Antillais qui ne parlent pas créole non plus. Oui, Donc, non, après, maintenant, ça va. Et l'adaptation aux différences culturelles, à la musique, par exemple. Très bien. Non, moi, je connais mes classiques. Perfecta, Magnum, enfin voilà, il y a eu les tontons qui ont fait office de grands frères, qui nous ont baignés dans la culture aussi musicale. Donc non, pas du tout en décalage. On s'est approprié notre culture antillaise, vraiment. Alors on découvre une autre photo, la famille martiniquaise élargie, on va dire. Oui, ça c'est le fief Carotine. Ben là, c'était certainement, mon frère avait 1 an, on était venus en vacances, puisqu'on venait quasiment tous les 2 ans. Et donc là, on voit le patriarche au milieu, donc mon grand-père, avec les lunettes fumées, et ma grand-mère est à l'extrême droite, donc monsieur et madame Carotine. Voilà. Et là, ce sont devant les cousins, cousines. Voilà, cousins, cousines. Il y avait un oncle aussi qui était en vacances à ce moment-là. Et oui, c'est les cousins, cousines qui vivaient aussi en métropole, mais qui finalement avaient un peu le même parcours que nous et venaient régulièrement. Donc, la famille Carotine est originaire d'où? du François. Du François. Ouais. Très bien. Bon, je salue le François au passage. Et là, donc, les souvenirs de ces premiers contacts avec la famille martiniquaise. Ah ben c'est des très bons souvenirs. C'est les odeurs. C'est la campagne en fait. Donc on vit au rythme de la campagne. Des préparations culinaires. Ma grand-mère avait sa petite dépendance à côté où elle faisait à manger. Donc enrichi d'odeurs et d'ambiance. Donc odeurs épicées, oui, odeurs de cuisine. Cuisine, absolument. Les fruits, puisqu'il y a plein d'arbres fruitiers autour, les élevages de poules, de cochons. Enfin voilà, il y a toute cette ambiance qu'on peut retrouver à la campagne. Mon grand-père était déjà là, il était atteint de cécité, donc il était aveugle, mais ça ne l'empêchait pas de faire son jardin. Et j'étais toujours épatée de voir qu'il avait des sillons tracés vraiment droits.
mais toujours authentique. Les premiers jus de fruits de Citerre, c'est lui. Voilà, c'est ça. Donc, c'était une richesse olfactive. Comment s'est passée l'adolescence, donc votre adolescence à votre sœur, à vous, votre frère étant un petit peu plus jeune, en Martinique, l'évolution des futurs adultes en Martinique? Très bien. Enfin, c'est vrai que, alors, on a été scolarisé de 78 à 81, donc une partie au François et après à Fort-de-France. C'est sûr que les collégiens ont vu qu'il y avait des petites différences, puisqu'on était avec deux cousines qui venaient aussi de métropole. Donc, on a été identifiés comme des gens venant de métropole. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait encore l'accent de métropole aussi. Un petit peu, oui, un petit peu. Et, mais sinon, voilà, j'ai pas de mauvais souvenirs. Ça s'est très bien passé. Et comment s'est passée ensuite votre évolution vers les études, vers vos futures activités? Parce qu'on va le voir, vous avez eu beaucoup d'activités. Alors, c'est-à-dire qu'une fois métropole, pour les études après le lycée, moi, je me suis orientée vers le secteur de la mode. Je voulais avoir une formation. Donc, j'ai fait une formation de 2 ans dans une école de styliste modéliste. Donc j'ai un peu exercé. On va voir tout à l'heure, effectivement, oui. On va avoir une photo, oui. Voilà. Mais sinon, voilà, études classiques, générales, et après je me suis spécialisée dans le choix de secteur d'activité où je voulais être. Alors on va y revenir justement sur la formation de styliste modéliste, parce que ça va peut-être aussi générer ce qui suit. Mais on voit d'abord une photo de vous avec vos enfants, Brigitte. Oui. Ben ça, en tant qu'artiste, c'est mes plus belles créations. Donc voilà, c'est ma fille Nina et mon fils Sacha, que j'ai eu tardivement, en fait, parce que j'ai eu ma fille à 42 ans et mon fils à 44. Je suis encore jeune, hein, mais... Donc voilà, ouais, c'est vraiment voilà, les 2 amours de ma vie. Cette expérience justement d'une maternité tardive, comment vous l'avez vécue? Bah, c'était inattendu, donc ça a été de toute façon Ça n'était pas un choix, en tout cas. Enfin, ça l'aurait été dans les conditions normales, mais bon, comme je ne savais pas que je savais faire des bébés, c'est ce que je dis souvent, donc ça a été un choix, mais en tout cas, pour moi, je l'ai vu comme une bénédiction de vie, puisque bon, j'ai traversé aussi une période de maladie, donc en fait, voilà, c'était un petit peu ma récompense pour avoir résisté à tout ça. Et alors, vous n'avez pas eu l'expérience de beaucoup qui ont eu des enfants très jeunes, ou plus jeunes en tout cas, mais quand, on ne va pas dire votre âge, mais quand vous avez eu vos enfants donc relativement tardivement, est-ce que, compte tenu de l'expérience que vous aviez déjà de la vie, vous pensez que vous avez géré leur arrivée puis leur éducation de façon différente? Je ne me suis pas trop préoccupée de ça. Moi, j'ai assumé le fait d'être maman déjà. Et non, je n'ai eu aucune source de stress. Il fallait faire au mieux. Je pense qu'instinctivement, on se met en branle pour faire au mieux de toute façon pour les enfants. Alors, c'est sûr que j'étais déjà en activité entrepreneuriale à ce moment-là. Donc, il fallait tout bien gérer, en fait, pour que ni d'un côté ni de l'autre, il y ait des frustrations et des sources de stress. Donc c'est sûr que c'est une autre dynamique, je pense qu'on récupère mieux quand on est plus jeune, enfin il me semble, qu'à 42 ans, on accuse un peu le coup. Mais non, sinon globalement, j'étais très bien entourée aussi, donc ça s'est bien passé. Quelle éducation leur donnez-vous? Une éducation un peu comme celle que vous avez reçue? Oui, mais en même temps, c'est une éducation un peu adaptée à leur environnement, dans le sens où mon expérience de vie d'enfant n'est pas la même que la leur. Voilà, donc eux, ils ont fait toute leur enfance en Martinique, donc ils ont hâte de découvrir la France. Mais non, je suis quand même stricte sur certaines choses, mais je les responsabilise beaucoup. Je leur apprends aussi à comment gérer son argent, les tâches de travail, la répartition, voilà. J'essaye d'être une maman moderne, mais avec les valeurs. Alors, on va revenir à votre formation professionnelle, en tout cas la formation telle qu'elle s'est présentée au départ, parce qu'on va voir que vous avez un petit peu évolué avec cette photo. Vous parliez tout à l'heure de cette formation de styliste modéliste. Ah oui, pardon, non, j'ai oublié les parents. Oui. Oui, tout à fait. Alors, les parents, donc les photos plus récentes de celles qu'on a vues tout à l'heure. Oui, c'est ça. Avec papa et maman. Voilà, donc en haut, mon père. Donc, on nous voit dans une bananerie parce que pendant quasiment 10-15 ans,
il m'a aidé dans mon activité entrepreneuriale. Et ma mère, c'était un peu plus... là, on était sur un tour d'aïeul, hein, une sortie. Donc, voilà, ma mère, c'est l'incarnation du dynamisme et une très belle relation. Bon, comme tous les parents et enfants, on a eu des hauts et des bas. Mais là, voilà, il suffit d'avancer dans l'amour et puis tout se passe bien. Alors, je sais que vous avez été très curieuse dans la recherche de vos origines. Oui. On va voir d'ailleurs une illustration. Vous avez voulu savoir, au-delà de l'origine directe de vos parents, ben, quel sang coulait dans vos veines. Voilà. Je dirais presque quel sang au pluriel. Oui. Et on va voir, donc c'est la recherche ADN que vous avez faite pour savoir un petit peu d'où vous veniez. Absolument, absolument. Et en plus, c'est un kit ADN qu'on m'a offert pour mon anniversaire. On me l'a fait expédier des États-Unis et moi je trouvais ça fabuleux, quoi. Donc j'ai fait la démarche, j'ai renvoyé mon kit et voilà, on m'a renvoyé ces résultats. Donc je sais que, bien sûr, toute la partie antillaise, puisque c'est issu d'une déportation, on est tous des afro-descendants. Donc je voulais savoir vers quelle région l'origine maternelle était. Donc effectivement, d'une manière dominante, il y a le Nigeria, Bénin, Togo. Mais moi, vraiment, c'est un livre d'histoire qui s'ouvre à moi, hein. Oui. Malgré tout, je ne pensais pas que ça allait me faire cet effet-là, mais j'ai l'impression d'une espèce de construction ou reconstruction intérieure. Enfin, le fait de pouvoir identifier d'où on vient précisément, c'est une pièce du puzzle qui se rajoute. Voilà, et j'ai trouvé ça constructif de le faire. Et pour moi, à la rigueur, on parle de réparation. Je pense que tous les Antillais devraient pouvoir faire, enfin tous les Afro-descendants devraient pouvoir faire cette démarche-là, parce que c'est très contraignant. Là, on me l'a envoyé des États-Unis, mais on ne peut pas y accéder, il n'y a pas de livraison directe sur la France. Donc, les tests ADN de ce type ne sont pas autorisés d'ailleurs. Oui, exactement, tout à fait, sur le système français. Donc, bon, il y a des astuces pour les recevoir, mais voilà, il y en a quand même qui le font. Et je sais qu'il y a 9% de la population martiniquaise qui a fait un test ADN en tout cas. Et quand on dit que nous sommes des sangs mêlés, on le voit bien à travers ces diverses et multiples origines, parce que c'est assez impressionnant. On a vu l'Angleterre, on a vu la France, on a vu le Nigeria, le Bénin. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est sans mêler. Voilà, c'est ça. C'est vrai, ouais, tout à fait. Et c'est un peu Alors, c'est vrai que moi, j'ai un métissage direct, mais je pense que c'est un peu l'histoire de tous les Antillais. On a un mélange exceptionnel, malgré tout. Alors, j'en viens à cette photo que j'annonce depuis tout à l'heure sur votre parcours, votre formation professionnelle et notamment ce contact avec la mode. C'était une vocation pour vous, la mode? Oui, ça a été une direction puisque j'ai toujours voulu faire quelque chose lié à l'art. Et l'habillement, bon, en plus dans les années 80-90, voilà, on parlait beaucoup de stylisme, modélisme, donc il y avait ce côté des défilés, c'était fascinant. Donc voilà, j'ai voulu apprendre ce métier-là. Donc j'ai une formation en un premier temps sur 2 ans de styliste modéliste classique et je me suis un peu par la suite spécialisée sur l'informatique appliquée à la mode. Donc c'est ce qui permet... Alors le métier de styliste modéliste, il est vaste aussi, hein, puisqu'il est tellement compartimenté... enfin, les métiers de la mode sont tellement compartimentés. Donc, savoir dessiner, savoir exprimer en fait sa créativité et ses projets de modèle. Puis après, il y a la réalisation. Donc, le métier de modéliste, faire des patronages aussi est intervenu. Et puis après, j'ai voulu... l'informatique m'a toujours passionnée, donc j'ai voulu me spécialiser sur cette formation, sur un système informatique spécifique qui s'appelle Lectra, et où là, effectivement, un patronage, on peut décliner en fait une taille de vêtements en une série de diverses tailles. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la mode? Le goût pour l'art ou ça va plus loin que ça? Oui, le goût pour l'art, je pense que c'est un petit peu... J'ai une influence un peu par ma maman, puisque elle a toujours été une femme très élégante. Elle-même savait coudre, sa mère savait coudre, donc j'adorais faire venir ma mère au conseil de classe parce que je savais qu'elle allait être super élégante. Donc je pense que j'ai une influence mode de par elle. Et on vous voit aussi donc, sur ces 2 photos, c'est vous qu'on voit sur les 2 photos? Oui, c'est exceptionnel parce que les mannequins n'étaient pas venus ce jour-là, donc on était obligé de faire les mannequins soi-même. Donc voilà, c'était des modèles par exemple que j'avais créés. Et est-ce que ça explique l'itinéraire que vous avez suivi par la suite, ce passage initial par la mode? Et par la suite, vous pensez à quoi par exemple?
Ben, je pense à vos créations qu'on va découvrir dans un Ah, instant. très bien. Oui, je pense Ce que... goût pour l'art en général, mais Oui. aussi l'évolution artistique. Oui. Bah, en fait, pour les Antilles, hein, notamment même mon retour en Martinique, ça a été vraiment un appel du pays. Et l'orientation vers la libre entreprise aussi, ça a été un appel intérieur, on va dire. Et l'appel du pays, c'est aussi l'appel de la nature, donc on va le découvrir à travers la rubrique Matinique. Alors Brigitte, on va le voir, vous vous êtes découvert une passion pour la nature et particulièrement pour les bananiers. On va le voir sur une première photo concernant cette séquence. Alors expliquez-nous d'abord d'où vous est venu cet intérêt pour la nature et pour les créations basées sur un arbre comme le bananier. Alors, pour remonter la chronologie, quand je suis revenue en Martinique, enfin, je venais simplement pour le mariage de mon frère et j'ai ressenti l'appel du pays à l'atterrissage. Et je dis, ça y est, m'en prie. Et depuis, effectivement, en 3 mois, j'ai commencé à prospecter. Je suis revenue en Martinique. 3 mois après le mariage. Et j'ai tout de suite, enfin, j'ai travaillé en tant que salariée dans une structure, mais j'ai tout de suite ressenti, je commençais à glaner de part et d'autre des éléments naturels. Et lors d'un séjour en Guadeloupe, j'ai vu des luminaires en fibre de bananier. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir un intérêt à pouvoir le retravailler. Donc, on a été invité à un anniversaire, chacun devait confectionner sa carte. Et j'ai vu que la mienne a eu un vif succès. Et ça a été l'élément détonateur. Je me suis dit, il faut que je m'oriente sur ce secteur puisqu'il n'y a pas de carterie locale, en fait. Et c'est comme ça que j'ai démarré, en fait, en travaillant des modèles. J'ai fait une expo un petit peu pour tester le retour sur le public. Et j'ai vu que ça plaisait vraiment. Donc, l'aventure a commencé comme ça. Et là, on vous voit donc en train de collecter la matière première, on va dire, donc en fait directement sur le tronc du bananier. Oui, absolument. Oui, alors il y a une partie spécifique que je récupère. Je rentrerai pas dans tous les détails pour Bien pas sûr. donner, voilà. Mais ouais, c'est une partie à un moment de la récolte là. Et c'est exclusivement sur des bananiers sur lesquels les fruits ont déjà été cueillis. Oui, absolument. Donc qui sont voués à être voilà. en fait des déchets après, puisqu'ils seront coupés. Et ils servent aussi d'engrais pour la terre. Mais voilà, c'est avant qu'ils soient coupés, il y a un passage pour la récolte. Et puis voilà, on obtient différents aspects comme ceux qu'on voit sur la gauche. Et vous collectez cette matière première de façon régulière et vous la faites ensuite sécher, c'est ça? Alors, sans trop rentrer dans les détails, non, je la récupère déjà en état de pouvoir travailler dessus. Après, il y a une phase de travail sur l'envers de la fibre pour qu'elle soit la plus mince possible. Et après, il y a des phases d'encollage, de découpe de gabarit. Là, mon métier de modéliste me sert puisque je fais des gabarits d'enveloppe. Et après, avant le façonnage. Et on va voir ce que ça donne, donc effectivement, une fois travaillée, cette magnifique carte avec une yole. Voilà. Et en plus, celle-ci, c'est mon collaborateur pendant 15 ans. C'est mon père qui l'a un petit peu inspiré, la yole. Mais effectivement, voilà, on peut voir le travail. Donc ça, c'est avec une représentation bien spécifique. Après, ça peut être aussi des créations au cas par cas en fonction des demandes. Mais il y a une gamme, effectivement, une collection que j'ai mis en place. Il y a un catalogue et puis après, on peut travailler en fonction des souhaits. Et on voit le nom de l'entreprise, donc Enveloppe-moi. Oui. Mais il y a à la fois des enveloppes et des cartes. Oui. Oui, Enveloppe-moi à chapeau, c'est très très bien trouvé. Merci. Et aujourd'hui, donc, vous avez décliné cette créativité, on va le voir sur différents supports en fait. Oui. Absolument. Alors c'est vrai qu'essentiellement de la carterie, puisque je touche au secteur des cartes de vœux, mais aussi des faire-part de mariage, baptême, enfin tout type d'événements. Et je fabrique aussi des livres d'or, je m'engage aussi il y a une demande sur les albums photos. Mais c'est vrai que c'est essentiellement de la carterie qui est expédiable. On va voir d'ailleurs un petit florilège de vos différentes créations. On voit que voilà, il y a je suppose que là, il n'y a pas tout. Non. Mais on a une petite idée en fait de la variété qui peut être proposée voilà. avec cette matière. Voilà, des petits emballages, ça c'est des choses qu'on peut travailler aussi sur mesure, des commandes spécifiques. Voilà, il y a une base de travail et après on peut à la demande développer d'autres modèles.
Comment est-ce que ça a été reçu quand vous avez démarré? Donc, vous parliez de 2004, c'était déjà Enveloppe Moi en Oui, 2004? voilà. Je me suis immatriculée en novembre 2004 et tout de suite, il y avait la chambre de métier. Et il y avait un salon qui était en préparation au mois de décembre qui s'appelait Plein Feu sur l'artisanat. Et du coup, j'ai été un peu propulsée tout de suite un petit peu sur les médias, puisqu'il y avait plusieurs tournages qui se sont faits pour le salon. Et ça a été assez vite plébiscité, donc il y a eu un engouement. J'ai même eu un prix au niveau de la Chambre de métier pour ce salon. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de passages tout de suite sur mon stand, puisque les gens venaient découvrir ce que c'était. Et est-ce que les personnes qui découvraient justement ces créations vous posaient des questions sur les techniques? Est-ce que ça a suscité des vocations? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit non, 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 ça ne peut pas être du bananier? C'est vrai que je me rappelle d'un monsieur qui me disait écoutez, j'ai des bananiers chez moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu le transformer de cette façon-là. Oui, et de manière générale, les gens étaient agréablement surpris de voir ce qu'on pouvait en faire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même des étapes de travail, puisque voilà, il faut que la fibre soit façonnable. Donc, j'ai aussi eu un temps de recherche et de développement pour mes cartes. Mais c'est vrai que c'était l'étonnement, l'intérêt de toute façon, des questions aussi sur mes process, mais bien accueillis au niveau du public. Et vous avez suscité des vocations, d'autres personnes qui ont qui ont ressenti un intérêt, peut-être même ailleurs d'ailleurs, pour ce type de création? C'est possible, je n'ai pas eu de retour. C'est vrai que je suis restée assez confidentielle sur ma méthode de travail, Bien sûr. donc, parce que c'est quand même du boulot avant de trouver la bonne finition. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu de concurrent direct. J'ai jamais eu de retour de concurrence à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des choses qui se font en Indonésie, mais j'ai déjà vu des choses, mais pas avec les mêmes finitions. C'est assez brut. Tandis que moi, il y a du temps passé sur... c'est un peu de la carterie haute couture. Oui, tout à fait. Voilà. Et on va voir d'ailleurs, vous parliez d'expo ou de salon, on va vous voir d'ailleurs Oui. sur un de ces salons. Il me semble que d'ailleurs que c'est maman qui est en Absolument. arrière-plan, Exactement. dans sa robe madras. Absolument. Et ça, Grand soutien. pour vous, tout ce qui est expo, salon, c'était vraiment le moyen de vous faire connaître, quoi. Oui, c'est un des moyens, mais c'est vrai que c'est un moyen fort, puisque notamment pour ce type d'exposition ou des salons spécifiques liés au mariage aussi, c'est un point fort, puisque c'est généralement de ce type d'expo, on prend énormément de contacts et des prises de commandes aussi. Les gens vous rappellent, puisque c'est un produit qu'ils trouvent assez novateur. Donc toujours plébiscité. Ouais, ça a un vif intérêt. Et là, on voit sur la photo qu'il y a énormément d'articles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, en tout cas de création. C'est un petit peu selon votre inspiration, ou vous observez un petit peu ce qui est demandé, ce qui est attendu, ce qui est recherché? Tout à fait, oui, je regarde un petit peu ce qui est attendu. Bon, il y a eu aussi des demandes, par exemple, on voit derrière des demandes spécifiques par des restaurants qui voulaient des porte-menus. Il y a eu tout en banane même plastifié, on me l'a demandé plastifié parce que c'était quand même assez manipulé dans un restaurant, en sable et banane. Donc il y a des commandes spécifiques et puis il y a aussi de l'instinctif aussi. Je me lance aussi un petit peu dans tout ce qui va être décoration. Là, je vais préparer une gamme de tableaux aussi parce qu'on m'en a demandé. Mais voilà, à la demande, mais aussi à l'inspiration. Alors on sait qu'il est souvent difficile de vivre de son art, de vivre de sa création artistique. Est-ce que vous en sortez, sachant on va en parler rapidement tout à l'heure, mais que vous avez eu aussi des séquences où vous avez un petit peu ralenti sur l'activité? Oui, alors c'est vrai, d'autant avec ces 2 dernières années Covid, c'était pas évident. Alors c'est sûr que l'artisanat, il peut y avoir, c'est pas de l'inconstance, mais il faut sécuriser aussi ses revenus. Donc j'ai aussi pris une casquette. Bon, j'ai de par mon activité eu aussi plusieurs casquettes et notamment en travaillant même dans la mode avec des petites structures. J'ai aussi été collaboratrice de direction, donc j'ai un peu aussi tout le back-office de ce qu'est une entreprise. Donc j'ai aussi, je collabore jusqu'à présent avec une structure et je chapeaute une équipe, une petite équipe dans le secteur du service et des produits d'entretien bio. Donc là, c'est mon côté encadrante qui
qui domine. Mais effectivement, j'ai plusieurs casquettes et ce qui me permet d'avoir une flexibilité pour garantir les revenus. Et justement, la période Covid, donc, quand on est créatrice comme ça et qu'on a plus trop de possibilités, notamment d'exposer ces créations, Ouais. forcément, moment difficile. Oui, moment difficile. Bon, il faut savoir rebondir et décrocher son téléphone. Alors, une autre casquette, c'est que je me suis formée aussi en PAO. Donc, tout ce qui est visuel, je sais faire. J'ai été formée sur la suite Adobe. Donc, pendant cette transition Covid, où il n'y avait pas d'activité, j'ai réalisé beaucoup de commandes en infographie. C'est ce qui est un petit D'accord. peu... Et on va voir défiler derrière moi une petite vidéo, puisque vous l'avez dit, en fait, parmi les éléments enfin, les demandes que vous avez, il y a beaucoup de demandes pour des mariages. Oui, absolument. C'est vrai que pendant la période Covid, ça avait complètement ralenti. Mais une fois que les barrières se sont un peu levées et que les gens ont pu organiser même en petit comité, tout de suite, j'ai eu des commandes qui sont arrivées assez vite. Et là, effectivement, on a vu une création. Au départ, on voit la fibre brute et après le façonnage et les étapes finies. Voilà. Comment vous vous accomplissez à travers ces créations? C'est important en termes d'introspection, en termes d'accomplissement de soi, en termes de découverte, mais peut-être parfois de sa personnalité. Oui, aussi. C'est en fait quand je suis en création, je suis dans ma petite bulle et je suis juste bien. Le fait de concevoir, j'aime ça. Et il y a un côté fastidieux, puisque la fibre, il faut la travailler aussi. Hein. Il y a un côté pénibilité du travail, mais la satisfaction du produit fini, c'est vraiment un aboutissement. Bon, je suis dans mon atelier et je crée. Quand vous avez par exemple à réaliser une carte pour les mariages, pour un mariage par exemple, un faire-part ou des invitations, combien de temps ça peut prendre? Alors je suppose que vous allez me dire ça dépend de la complexité, mais Oui. pour avoir une petite idée, une moyenne pour cette création. Alors la création va vite, hein, en fait. Des fois, c'est à partir d'un modèle existant qu'il y a des modifications qui sont faites. Après, c'est en fonction du nombre, de la quantité commandée, mais sur une semaine, on peut avoir une fabrication 5-6 jours pour peut-être 200 à 300 modèles. Après, c'est un mécanisme de petite série et moyenne série, donc plus on en fait, plus on est rodé, plus on va vite. Et puis, c'est mettre un petit peu tout le monde à contribution dans l'entourage. Alors vous l'avez dit, c'est de l'artisanat d'art, c'est du fait main. Oui. Est-ce que ça coûte cher? Alors je ne vous demande pas de prix, mais voilà. Ça a un prix, oui, c'est certain que c'est un produit quand même avec définition. Bon, en plus, j'ai eu une certification de maître artisan en 2008 par la Chambre de métier. Et ça, si vous voulez, c'est comme un label, un sacral pour dire que ce qu'on fait est bien fait. Et oui, ça a un coût parce que c'est quand même un travail fini. Voilà, j'insiste sur, c'est de la carterie haut de gamme. Alors Brigitte Dufour, on va découvrir aussi que vous êtes une femme de réseau. Oui. Hein, on va le voir à travers la rubrique politique. Alors je le disais, une femme de réseau, avant de parler de B-Network, qui est le réseau que vous avez développé avec d'autres. Le réseau sur un territoire comme la Martinique, alors on sait qu'en règle générale, le réseau c'est important, mais le réseau sur un petit territoire comme le nôtre, c'est encore plus important. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que mon activité, en fait, j'ai mis une pause pour des raisons familiales en 2015. Et j'étais déjà adhérente dans une structure qui s'occupe des TPE. Je ne sais pas si je peux la citer. Oui, alors, la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Et donc, j'ai collaboré, parce que j'ai trouvé ça sensationnel qu'une structure s'occupe des TPE. Et donc, j'ai collaboré, j'étais même dans le bureau de l'association au début. J'ai collaboré avec eux pour élargir un peu le réseau. Et j'ai été salariée pendant 1 an au sein de la FTPE. Et donc là, j'ai vraiment vu la pertinence de travailler en réseau et de créer des connexions, des interconnexions. Donc c'est vrai, après cette année, je suis retournée à mon activité. Et pour nous, TPE, j'ai voulu aussi continuer à impulser, parce que forcément, les réseaux, plus on fréquente de gens, plus les réseaux s'élargissent. Et l'idée m'est venue d'impulser aussi une dynamique de réseautage, donc B-Network. On va voir le logo d'ailleurs de B-Network. Voilà, et ça m'a permis de... Voilà, c'est mettre... en plus, j'adore faire ça, mettre les gens en relation, les uns avec les autres. Et puis, avec plusieurs membres, Rudy Zébu et Liane Crispin, on a développé cette dynamique.
Et là, d'autres nous ont rejoints pour compléter, comme Yvan et Monique. Il y a différents horizons. Sandra Faber, donc voilà, on est dans une impulsion d'élargir ce canal de réseautage. Et on voit d'ailleurs la signature de marque de Binetwork, réseauter autrement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations d'entreprises, mais souvent les petites structures sont un petit peu laissées pour compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup pour les moyennes entreprises. Et en fait, ça nous permet aussi de nous-mêmes d'impulser notre propre dynamique. Il faut se prendre en main de toute façon et puis créer du réseau, créer du lien. Et cette mise en contact, donc ça s'est formé d'abord sur un groupe WhatsApp et en amont de la préparation d'un networking. Et de plus en plus de personnes nous ont rejoints. Donc, il y avait une association existante puisque j'étais aussi dans l'événement gospel. Mais finalement, on a bifurqué et on s'est concentré sur l'événement professionnel. Voilà. Et donc, on a un projet qui est de créer un annuaire en ligne pour avoir une meilleure visibilité, parce que c'est ce qui compte aussi dans ce secteur-là, pouvoir être identifiable. Et on va voir d'ailleurs une photo d'un des événements, un des premiers événements que vous avez créé Oui. À l'époque. Oui, c'était en décembre 2019. C'était quelque temps avant le Et confinement. oui, c'est ça. Donc, réseauter autrement, effectivement. Il y avait quasiment une centaine de chefs d'entreprise qui étaient sur place. Et on l'a fait sous forme de networking. Donc, il y avait une dizaine de tables avec 10 participants à chaque table. À chaque fois, chacun... c'était un peu le principe que j'avais connu à la FTPE. Chacun devait se présenter pendant 1 minute et demie. Donc, on a regardé ce système-là parce qu'il était très bien. Et ça permet de présenter son activité au moins à 10 personnes différentes, 10 fois, puisque ça tourne. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Je veux dire, vous avez tout de suite constaté l'efficacité de ce type Oui. de relationnel ou de Oui, parce gestion des relations. Oui, parce qu'il y a du lien direct, on est en face à face, et tout de suite, la personne intéressée peut poser des questions, donc on a tout de suite le retour du chef d'entreprise. Et oui, ça fonctionne très très bien. Là, on a hâte de pouvoir reprendre les activités, si la conjoncture le permet, en tout cas les rencontres en networking. Et moi, j'ai été attiré par la mention Bigospels sur l'affiche. Oui. Racontez-nous. En fait, voilà, c'est à la base, j'étais partie dans l'événement gospel. De par ma spiritualité, j'ai voulu impulser ce type d'événement. Donc, il y en a un qu'on a amorcé, mais finalement, on a tout de suite bifurqué vers le besoin qui était une demande de réseautage professionnel. Aujourd'hui, vous avez combien de membres au sein de Binetwork? Alors, ce sont des membres sur le réseau WhatsApp qu'on va contractualiser après sous forme d'adhésion, mais on est 170. Ah oui, donc ça fait déjà un très beau réseau. Oui, on est répartis essentiellement en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et un peu en métropole. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'activité ou d'offres de services? Tout secteur d'activité, du service, conseil, il y a des consultants, des artisans, des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, vraiment tout secteur d'activité sont représentés. Et qu'est-ce que vous avez? Alors, on va voir tout à l'heure une autre photo, mais après ce premier événement, il y a eu le confinement. Oui. Vous avez fait quoi? Vous avez fait forcément du distanciel. Donc, voilà, c'est ça. On a rebondi sur le distanciel. Donc, on a fait beaucoup de thématiques d'ateliers, des webinaires. Alors, la spécificité, c'est de prendre des membres du réseau et de les mettre en avant. Et chacun nous fait des propositions d'ateliers, de webinaires qu'on a mis en place, et pour garder toujours le lien aussi, parce que s'il y avait l'inconnu du Covid et personne ne savait comment ça allait tourner, les choses allaient tourner, mais rester toujours connecté, voilà. Toujours, On va voir d'ailleurs une série de petites affiches qui concernaient justement ces webinaires. Oui, tout à fait. Donc c'est un exemple de ce que Binetwork effectivement propose à ses membres. Oui. Et là, on voit plusieurs petites cartes de visite, en fait, Oui. petites affichettes, qui permettent à chacun d'annoncer son webinaire. Et, voilà, et au préalable, puis après de les convertir en inscription, puisque de toute façon tout se passe par Internet. Et oui, voilà, c'est des dynamiques. Chaque membre va proposer un type d'atelier et qui correspondait à la demande du groupe. Et est-ce que toutes les activités que vous regroupez au sein de Binetwork peuvent répondre justement à la technique ou à l'approche du webinaire? Il y en a qui sont peut-être un petit peu différentes et qui sont plus compliquées à...
Oui, mais c'est souvent en fonction des thématiques, par exemple, booster votre activité. Donc, c'est là, on parlait des logiciels de paiement. Après, on a parlé de la gestion administrative. Ça correspond forcément à une réflexion, une demande qu'il y a et qui peut se traiter en webinaire. Ça, c'est Oui. sûr. Après, si la personne se met en avant et s'il y a besoin de plus de précision, contacte l'intervenant directement. Alors, vous communiquez aussi avec... donc, forcément, les webinaires sont des moyens du moment parce qu'en Mm. en plus boostés par la crise du Covid. Mais il y a aussi la pratique des réseaux sociaux et il y a ce fameux groupe WhatsApp sur lequel vous regroupez 160, c'est ça? Oui, 160 membres? 170, oui. 170 membres. Ouais. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Réseauté Oui. via WhatsApp? Absolument, oui, oui. Il y a de toute façon, ça reste strictement professionnel. Donc, chacun, quand il a une actualité d'entreprise, la partage. Et là, en fait, j'ai eu vraiment à cœur de mettre en avant les profils du groupe. Donc, sur une semaine, chaque matin, un membre va poster, en fait, des messages de motivation. Donc, par exemple, on a eu Céline Gomard qui est psychologue, psychothérapeute, qui nous a envoyé des messages dynamisants, en fait. Après, voilà, sur plusieurs semaines, j'étale ça pour que chacun, pour mettre en avant aussi les profils. On n'a pas besoin d'être coach pour pouvoir poster des messages de dynamique, mais en tout cas, être motivé. Et le retour à la fois de cette collaboration via WhatsApp, de cette promotion via les webinaires, vos membres sont satisfaits? Oui, ils sont satisfaits. Déjà, ça fait une dynamique au niveau du groupe. Et je sais que même si on répond pas, les gens ne répondent pas forcément aux messages pour ne pas non plus polluer le groupe de messages intempestifs. Mais en tout cas, j'ai eu des retours en off qui me disent ah, mais c'est bien parce que ces messages, ça me donne, ça me dynamise dès le matin. Donc, non, c'est bien, ça a un réel impact. En tout cas, il y a un réel besoin. Parce qu'on est souvent isolé en tant que Oui. chef d'entreprise. Et encore plus pendant la période du Covid, Oui. où je pense que certains ont dû être véritablement En souffrance. rassérénés, Ouais. se sont sentis beaucoup plus en sécurité à travers Oui. l'existence de ce réseau. Oui, oui, on était connectés de cette façon-là, ça c'est sûr. Vous avez évoqué tout à l'heure un projet d'annuaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, puisqu'on souhaiterait en fait sortir de ce format WhatsApp. Parce que même nous, des fois, moi j'ai un peu les activités de tous, mais tout le monde ne se rappelle pas de ce que chacun fait. Donc l'idée de l'annuaire en ligne m'est venue, en ligne, hein, pour justement pouvoir toujours avoir une visibilité sur tous les membres du réseau. Et après une collaboration, une réflexion avec différents membres, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de rester, enfin, de se positionner sur le plan numérique. Et c'est un besoin, mine de rien. Donc ça va être un annuaire en ligne en fait, sur Oui. lequel tous les membres auront leur activité, Oui. leurs coordonnées. Voilà, par île, puisqu'on travaille aussi sur Antilles-Guyane. On veut travailler sur les Oui. Antilles-Guyane pour qu'il y ait une cohésion, en fait. Et oui, voilà, qu'il y aura un encart en fonction, on va cliquer, par exemple, Martinique, on va chercher, je sais pas, des prestataires en comptabilité, on va aller dans la rubrique. On peut avoir un éventail large de tous les profils, et puis spécifiquement par secteur d'activité. Donc ça prendrait la forme d'un site web? Oui, en un premier temps. On réfléchit aussi peut-être à une application, mais c'est un peu plus contraignant d'avoir une application. Mais déjà, oui, un site web, ce serait déjà... Une application mobile, oui, en l'occurrence. oui, voilà. Pour que ce soit... Mais ça implique qu'il faut que la personne télécharge l'application. Donc, c'est une contrainte. Donc, on va peut-être pour l'instant garder le format site web. Et après, on verra comment ça évolue en fonction de la demande. On va terminer en reparlant de Brigitte Dufour et d'Enveloppe-moi. Alors, quelle est l'actualité d'Enveloppe-moi? Où en est votre activité de transformer les bananiers en œuvres d'art? J'adore l'image. L'activité est là, voilà, j'ai réactivé depuis un an, donc depuis 2 ans. Bon, c'est vrai que le Covid m'a permis aussi de m'obliger à un temps de réflexion. Alors là, il est certain qu'il faut passer à la numérisation, enfin se convertir. Donc j'ai fait une formation à la Chambre de métier pour pouvoir digitaliser mon entreprise. Donc là, je suis dans cette phase où je suis en recréation de modèles. Je repense pour être prête pour 2023. Toujours fibre de banane, mais peut-être d'autres produits peut-être plus accessibles, mais toujours dans cette thématique-là.
Vous parliez de digitalisation, de dématérialisation, ça veut dire aussi vente à distance. Ça veut Oui. dire qu'aujourd'hui, vous avez de la demande et vous pouvez générer de la demande, y compris à l'extérieur, bien entendu. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas des volumes intempestifs, puisqu'il y a un temps de fabrication, mais je pense que ceux qui se dirigent vers moi voient aussi le type de produit, qui a un temps de travail. Et voilà, c'est quand il y a une commande spécifique, il y a un temps de réalisation spécifique. Et, mais oui, en tout cas, pouvoir digitaliser, je cherche aussi à mécaniser certaines tâches de travail comme la découpe. Donc, je m'oriente peut-être vers de la découpe laser qui me permettra de gagner du temps sur la réalisation. Vous êtes optimiste pour la suite de Toujours. l'activité? Maintenant que le Covid commence, on espère que ça va durer, commence à nous laisser un peu respirer. Oui, très. Je suis très optimiste, hein. Et bon, ce que je voulais dire, c'est pouvoir patienter quand il le faut et puis se structurer, bien réfléchir sur les projections d'entreprise, voir ce qui est faisable et rentable. Oui, parce qu'il faut Il faut pouvoir en être vivre. rentable. Oh oui, c'est ça, absolument. Merci beaucoup, Brigitte Dufour, de nous Merci. avoir permis de revivre avec vous votre parcours et de parler aussi à la fois d'Enveloppe-moi et de Binetwork, auquel on souhaite à tous les deux donc, un franc succès. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, je rappelle que la première diffusion de ces Affaires Nous, c'est le mercredi 20h. Vous pouvez aussi revoir ces émissions sur la page YouTube de Zitata TV. Très bonne soirée ou très bonne journée selon l'heure à laquelle vous voyez cette émission.